Deux capitales, deux décisions, une même cible. Washington contacte l'opposition israélienne en secret. Téhéran ferme le passage du pétrole mondial. Entre les deux, un homme, Benjamin Netanyahou. Cette semaine, le Premier ministre israélien a découvert qu'il n'avait plus d'alliés, seulement des partenaires qui calculent. Et quand vos partenaires commencent à calculer, c'est que vous êtes devenu un coup. Voici ce que les médias arabes en disent et ce que le débat français ignore. Volet 1. Washington cherche un remplaçant à Netanyahou. L'information vient de la chaîne israélienne Channel 12, reprise par le quotidien américain The Hill. L'administration Trump a ouvert des canaux de communication directs avec l'opposition israélienne. Objectif affiché, préparer l'après Netanyahou, ce n'est plus une rumeur de couloir, c'est un signal diplomatique assumé. Le chercheur Azzam Abu al-Hadas, spécialiste des affaires israéliennes, analyse cette séquence sur les médias arabes. Selon lui, la situation s'est inversée. Pendant des mois, c'était l'opposition israélienne qui cherchait à contacter Washington pour freiner Netanyahou. Désormais, c'est Washington qui prend l'initiative. L'administration américaine considère que Netanyahou est devenu un fardeau stratégique. Le vice-président J.D. Vance a tenu des propos remarqués. Il a déclaré que 60% des armes utilisées par Israël proviennent des contribuables américains. Puis il a ajouté cette phrase : « Israël a été construit avec l'argent des contribuables américains ». Pour un responsable de ce niveau, c'est un recadrage brutal. Vance a aussi distingué la critique du gouvernement israélien de l'antisémitisme, une nuance que Washington évitait soigneusement jusqu'ici. Voici le paradoxe. Face à ces signaux, l'opposition israélienne ne modère pas son discours. Elle surenchérit. Naftali Bennett a déclaré vouloir libérer le peuple iranien et achever ce que Netanyahou n'a pas réussi. La compétition politique israélienne pousse tous les acteurs vers la droite dure. Volet 2. L'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Téhéran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz. Motif invoqué : la violation par Israël de la trêve négociée. Le premier article du mémorandum signé avec Washington stipulait l'arrêt des hostilités sur tous les fronts, y compris le Liban. Or, Israël a bombardé le Liban cette semaine. Pour l'Iran, c'est une rupture américaine par procuration. Le commentateur Oussama Gawitch résume la logique iranienne. Si l'accord est violé, pourquoi le respecter ? Téhéran utilise son levier économique. 30% du pétrole mondial transite par Ormuz. Fermer ce passage, même temporairement, fait trembler les marchés. Volet 1. La relation américano-israélienne entre dans une nouvelle phase. Depuis 1967, Washington garantit la supériorité militaire qualitative d'Israël. Chaque année, près de 4 milliards de dollars d'aide militaire. Des technologies de pointe, un bouclier diplomatique au Conseil de sécurité. Cette architecture semblait immuable, mais plusieurs facteurs l'ébranlent. D'abord, le coût politique domestique. Les images de Gaza ont fracturé l'électorat démocrate. Les campus universitaires se sont embrasés. Pour la première fois, le soutien à Israël divise les générations américaines. Ensuite, le calcul stratégique évolue. L'Amérique se recentre sur la compétition avec la Chine. Le Moyen-Orient devient périphérique. Dans cette logique, un allié qui multiplie les fronts, Gaza, Liban, Iran, Syrie, n'est plus un atout. C'est une distraction coûteuse, enfin. Netanyahou incarne un style que Washington ne contrôle plus. Il instrumentalise le soutien américain sans réciprocité. Il ignore les mises en garde. Il transforme chaque sommet en humiliation pour ses partenaires. L'épisode du discours au Congrès, sans coordination avec la Maison-Blanche, a laissé des traces. Volet 2, l'Iran et la doctrine du seuil.
Téhéran pratique depuis 20 ans une stratégie d'ambiguïté nucléaire, enrichir l'uranium jusqu'au seuil du militaire, maintenir la capacité technique sans franchir la ligne rouge. Cette posture lui permet de négocier sans capituler. La guerre de 2024 a testé cette doctrine. Les frappes israéliennes sur le territoire iranien auraient pu déclencher une escalade. Téhéran a choisi la retenue calibrée, des tirs de missiles spectaculaires mais limités, suffisamment pour sauver la face, pas assez pour justifier une intervention américaine. Le régime iranien a théorisé cette approche. Le sumud, la résilience. Survivre, c'est vaincre. Rester debout après les frappes, c'est démontrer l'échec de l'adversaire. Cette logique déroute les analystes occidentaux habitués aux victoires décisives. La fermeture d'Ormuz s'inscrit dans cette continuité. Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est un rappel de capacité. Téhéran signale qu'il dispose d'un levier que personne ne peut ignorer. Le pétrole du Golfe, c'est l'oxygène de l'économie mondiale. Couper l'oxygène, même brièvement, concentre les esprits. Volet 1. La fragilité structurelle de Netanyahou. Netanyahou cumule les vulnérabilités. Sur le plan judiciaire, ses procès pour corruption se poursuivent. Sur le plan politique, sa coalition dépend de l'extrême droite messianique. Ben Gvir et Smotrich dictent l'agenda. Toute modération entraînerait l'effondrement du gouvernement. Cette dépendance crée un cercle vicieux. Pour survivre politiquement, Netanyahou doit satisfaire sa base radicale. Mais cette radicalisation l'isole internationalement. Plus il s'isole, plus il dépend de sa base. Le piège se referme. Washington observe ce mécanisme avec inquiétude. Un premier ministre israélien, otage de ses ministres les plus extrémistes, devient imprévisible. Or, l'imprévisibilité dans la grammaire stratégique américaine est un défaut rédhibitoire. Les contacts avec l'opposition visent à préparer une alternative. Mais quelle alternative? Les sondages montrent que le Likoud a perdu 7 sièges après les controverses libanaises. Pourtant, l'opposition ne propose pas de rupture doctrinale. Elle promet simplement plus de compétences dans la même direction. Volet 2. Le pari iranien sur l'arme économique. Fermer Hormuz est un acte calculé. Téhéran sait que cette fermeture ne peut durer. Les Marines américaines et britanniques patrouillent le détroit. Une confrontation directe serait suicidaire. Mais l'effet recherché est ailleurs. Il s'agit de démontrer que toute agression israélienne aura un coût global. Pas seulement pour Téhéran, pour Tokyo, Séoul, New Delhi, Berlin. Tous dépendent du pétrole du Golfe. Tous ont intérêt à calmer Israël. Cette stratégie s'appuie sur une analyse froide. Israël ne produit pas de pétrole. Israël dépend des importations. Si Hormuz ferme, les prix flambent partout, y compris en Israël. La pression économique remplace la confrontation militaire. L'Iran mobilise aussi un argument juridique. Le mémorandum d'entente comportait 14 articles. Le premier exigeait l'arrêt des hostilités sur tous les fronts. Les frappes sur le Liban violant cette clause. Téhéran se présente en victime d'une rupture américaine. La convergence objective des pressions. Voici l'élément que les analystes arabes soulignent. Washington et Téhéran, malgré leur antagonisme, exercent désormais une pression parallèle sur Tel Aviv. Pour des raisons différentes, avec des méthodes opposées, mais vers le même effet. Washington veut un Israël gérable, prévisible, aligné sur les priorités américaines. Téhéran veut un Israël contenu, dissuadé, incapable de frapper impunément. Les deux objectifs convergent sur un point. Netanyahou doit partir ou changer radicalement. Cette convergence n'est pas une alliance, c'est une coïncidence structurelle. Mais elle crée un étau. Netanyahou se retrouve pressé des deux côtés. Son espace de manœuvre rétrécit. Les médias arabes insistent sur cette lecture. Al Jazeera titre sur l'isolement croissant.
La presse égyptienne commente l'hubris israélienne. Al-Mayadeen célèbre la résilience iranienne. Chaque média a son angle, mais tous convergent sur le diagnostic. Le rapport de force évolue. Que manque-t-il au débat français sur cette séquence? Premier angle mort. La parole de J.D. Vance. En France, les déclarations du vice-président américain sur le financement d'Israël n'ont quasiment pas été relayées. Pourtant, elles marquent une inflexion historique. Un responsable américain de premier plan distingue publiquement la critique d'un gouvernement de l'antisémitisme. Il rappelle le coût budgétaire du soutien à Israël. Ce discours était impensable il y a 5 ans. Deuxième angle mort, la rationalité iranienne. Les médias français présentent souvent Téhéran comme un acteur irrationnel, idéologique, imprévisible. Les médias arabes offrent une lecture inverse. L'Iran calcule, l'Iran calibre. La fermeture de Hormuz n'est pas un coup de folie. C'est un signal économique adressé aux capitales asiatiques et européennes. Faites pression sur Israël ou payez le prix du pétrole. Troisième angle mort. L'impasse de l'opposition israélienne. En France, on présente souvent une alternative entre Netanyahou et une opposition modérée. Les médias arabes montrent une réalité différente. L'opposition surenchérit. Naftali Bennett promet d'être plus dur que Netanyahou. La compétition politique israélienne tire tout le spectre vers la droite. Changer de Premier ministre ne changerait pas nécessairement la politique. Quatrième angle mort, le précédent que crée cette séquence. Pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis signalent publiquement qu'un dirigeant israélien est remplaçable. Ce signal affaiblit tous les futurs premiers ministres israéliens. Il établit que Washington peut intervenir dans la politique intérieure de son allié. Cette rupture aura des conséquences durables. Washington cherche un remplaçant. Téhéran utilise l'arme du pétrole. Deux logiques distinctes. Un même effet. L'étau se resserre sur Benjamin Netanyahou. Mais voici la question que cette séquence pose. Un changement de dirigeant suffit-il à changer une politique? L'opposition israélienne promet la même intransigeance. L'administration américaine veut un partenaire plus docile, pas une politique différente. L'Iran cherche la dissuasion, pas la réconciliation. Alors, à vous qui nous regardez, pensez-vous qu'un Israël sans Netanyahou serait fondamentalement différent? Ou assiste-t-on simplement à un changement de visage pour une même trajectoire? Si ce décryptage vous a éclairé, abonnez-vous à Voix.interdite. Chaque semaine, nous analysons le monde arabe sans filtre occidental. À bientôt.